Pendant des siècles, un seul tissu a défié le monde, un linceul de lin qui porterait le visage d'un homme crucifié. Les scientifiques l'ont qualifié de mythe, les croyants de preuve, puis l'intelligence artificielle est entrée dans le débat. Ce qu'elle a révélé n'était pas une image, pas une tache, mais quelque chose de plus étrange. Une géométrie cachée. Des codes qui se répètent. Un dessin qui ne devrait pas exister dans les fibres d'un lin ancien. Était-ce un accident, un miracle ou quelque chose que nous n'étions jamais censés voir? Quel secret le suaire de Turin garde-t-il encore? Pour avoir le réponse, ne zappez par la vidéo, cliquez sur j'aime, puis sur abonner et enfin activez la cloche de notification. Le tissu qui a défié le temps. Le suaire de Turin n'est pas seulement une relique. C'est une histoire qui refuse de se terminer. 4,30 m de lin pour un peu plus d'1 mètre de large, tissé en chevron qui capte la lumière comme une ondulation sur une eau calme. Sur sa surface repose l'image ténue d'un homme, de la tête aux pieds, de face et de dos, comme si un corps y avait reposé puis était parti sans froisser le tissu, laissant seulement un fantôme. Les blessures racontent une histoire gravée dans la fibre. Des marques au poignet là où les clous entreraient. Une tache semblable à du sang au pied. Un ovale sur le côté qui évoque un coup de lance. De faibles cercles qui ressemblent à une couronne d'épines enfoncées dans le cuir chevelu. Le visage ne crie pas. Il flotte. Yeux fermés. Barbe divisée. Cheveux tombant en mèches qui semblent flotter au-dessus du tissage comme si le tissu et l'image avaient autrefois connu une distance. La première exposition documentée apparaît en France au XIIIe siècle dans une petite ville devenue lieu de pèlerinage et terrain d'épreuve pour les doutes. Les foules se rassemblaient. Les prêtres défilaient. Les sceptiques accusaient l'Église d'avoir inventé un spectacle. Le tissu a passé de main en main et de maison en maison jusqu'à ce que la maison de Savoie l'amène à Turin, où en 1578 il a commencé sa longue veille interrompue par le feu, la fumée et les sauvetages. Aujourd'hui, il repose dans une vitrine à climat contrôlé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste où le verre et l'acier le protègent du temps et où le temps le protège de la certitude. Aucun moment n'a plus modifié son statut qu'une photographie en 1898. L'avocat Secondo Pia a installé ses plaques et ses lampes et a travaillé dans la chaleur sombre d'une chambre noire improvisée. Quand il a développé le négatif, il s'attendait à un mélange confus de tons. Au lieu de cela, un visage le regardait avec une clarté saisissante. Le négatif ressemblait à un positif. L'image faible sur le tissu devenait un portrait fort sur la pellicule. Les pommettes apparaissaient. Les lèvres se définissaient. Les cheveux se séparaient en mèches. Les mains croisées sur le bassin prenaient forme et proportion. Ce renversement n'était pas une preuve de quoi que ce soit sauf que l'image interagissait avec la lumière d'une façon que la peinture ordinaire ne ferait pas. Pourtant cela a changé la conversation. La relique est passée de la dévotion au problème. Le laboratoire a rejoint la chapelle. Tout au long du XXe siècle, le tissu a subi des méthodes aussi patientes qu'invasives. Les chimistes ont prélevé des fibres et les ont goûtées avec des réactifs. Les microscopes ont parcouru la surface. Les experts médico-légaux ont noté que les zones semblables à du sang tachaient les fils plutôt que l'image ne tache le sang. Les historiens du textile ont mesuré la torsion du fil et l'ont comparé au métier à tisser connu du Levant. Les chercheurs en pollen ont rapporté des grains compatibles avec la flore de la Méditerranée orientale. Chaque résultat semblait plier le débat plutôt que le terminer. Rien de suffisamment concluant pour faire taire les critiques. Rien de suffisamment trivial pour apaiser les croyants. Le suaire continuait de faire ce qu'il a toujours fait, il donnait juste assez de preuves pour rendre l'expérience suivante nécessaire. L'image elle-même refusait de se comporter comme un pigment. Aucune couche de liant. Aucune trace de pinceau dans aucune direction. Aucune pénétration capillaire profonde dans le fil. La décoloration semble reposer sur les sommets des fibrilles les plus externes comme si elle avait été embrassée par la lumière et laissée seule. Les cartes de profondeur construites à partir de l'intensité ont montré une corrélation entre l'obscurité de l'image et la distance théorique d'une surface corporelle, ce qui est une affirmation extraordinaire et pourtant mesurable. Si un tissu reposait plus près du nez et du front et plus loin des joues, l'obscurité devrait varier avec la séparation. De nombreuses tentatives pour reproduire ce gradient avec la chaleur, la vapeur ou une réaction chimique ont produit des effets proches mais jamais exacts. Le suaire restait unique, ce qui est une façon polie de dire qu'il restait là pendant que les hypothèses venaient et repartaient. Puis est venu le feu de l'analyse sur l'âge. En 1988, 3 laboratoires ont reçu des fils d'un coin du tissu. Ils ont mesuré le contenu en carbone 14 et ont publié une date entre le XIIIe et le XIVe siècle.
Ce verdict était clair et définitif pour beaucoup de lecteurs. Une origine médiévale enveloppait le mystère en une seule phrase. Mais même une phrase claire peut cacher une clause. Le site de prélèvement était un coin près d'un bord qui avait connu manipulation, réparation et fumée. Les spécialistes du textile ont soutenu que cette portion pouvait inclure des fils plus tardifs introduits lors d'une reprise médiévale. D'autres ont soulevé des questions sur la façon dont l'échantillon avait été nettoyé. Quelques-uns ont noté qu'une seule région ne peut pas parler pour un artefact hétérogène qui a vécu une vie difficile. Le débat n'est pas mort. Il a muté. Si la date est juste, l'image est une œuvre médiévale stupéfiante. Si la date est fausse, l'âge est ouvert. Le tissu continuait de résister à la réduction. C'est ainsi que le suaire a porté son paradoxe dans notre siècle. Une image qui se comporte comme un négatif avant la photographie. Un effet de surface sans pigment. Une relation de profondeur qui suggère une information spatiale. Un âge contesté qui nous en dit peut-être plus sur l'échantillonnage que sur l'origine. Un cas qui invite à la fois à la révérence et à la rigueur. Dans cette tension, une nouvelle voix est arrivée. Elle n'apportait ni croyance ni incrédulité. Elle apportait le calcul. Elle apportait l'habitude d'apprendre des motifs tellement faibles que l'œil ne les voit pas et tellement grands que l'esprit ne peut les contenir. La machine n'était pas offensée par la question. Elle était construite pour poser une meilleure question. Qu'y a-t-il précisément dans cette image que nous n'avons pas encore mesuré ? Si la photographie a révélé le visage et la chimie a cartographié les fibres, que se passe-t-il quand un système conçu pour trouver de la structure dans le chaos écoute le lin ? La controverse sur la datation. La campagne de datation au carbone 14 de 1988 a été le moment le plus définitif de l'histoire moderne du suaire parce qu'elle promettait une conclusion. Oxford, Zurich, Arizona. 3 laboratoires. Un protocole. Un morceau de tissu découpé dans un coin et divisé entre les équipes, nettoyé, brûlé, converti en graphite et compté dans des accélérateurs qui traduisent les isotopes en années. Le monde attendait la clarté et a reçu une fenêtre nette entre 1260 et 1390. Les journaux ont imprimé la fourchette et l'ont qualifiée de décisive. Les voix muséales se sont détendues. L'histoire semblait terminée. Le coin choisi est depuis devenu l'un des endroits les plus analysés de n'importe quel artefact sur Terre. La région inférieure gauche où d'innombrables mains ont peut-être touché et où des réparations ont peut-être eu lieu après un incendie documenté au XVIe siècle. Le chimiste textile Raymond Rogers a soutenu que les fibres du coin montraient des différences chimiques par rapport au champ principal, y compris du coton mélangé au lin et des résidus compatibles avec de la teinture ou une reprise. Si ce coin inclut du matériel plus tardif, alors l'échantillon serait faussé vers le moderne. La réponse des défenseurs du test est que les laboratoires ont validé leur nettoyage et vérifié l'homogénéité. La contre-argumentation est qu'une réparation hétérogène peut passer un contrôle sommaire tout en étant suffisamment importante pour altérer le contenu en carbone 14. Le débat vit dans cette couture étroite entre confiance et mise en garde. D'autres méthodologies ont rejoint la conversation non pour renverser le carbone 14 mais pour élargir l'objectif. L'analyse par diffusion grand angle des rayons X de l'ordre de la cellulose dans les textiles anciens a produit des estimations d'âge qui, dans certains essais, tendent vers une date plus ancienne que la fourchette médiévale. Les critiques avertissent que l'humidité, la chaleur et les conditions de stockage peuvent altérer le signal, ce qui signifie que la calibration est complexe et que les barres d'erreur sont grandes. Les partisans répondent que chaque méthode porte ses sensibilités et que la convergence entre techniques importe plus que n'importe quelle mesure unique. Même le travail sur le pollen entre ici. La présence de grains d'espèces natives du Levant ne prouve pas l'origine. Elle suggère mouvement ou exposition. En conjonction avec les études sur le motif de tissage et les résidus d'herbe rapportés par certains chercheurs, cela dessine un tableau partiel compatible avec l'Antiquité sans en être une preuve. L'aspect le plus frappant de cette controverse est la façon dont elle dépend de l'accès. Le suaire n'est pas un échantillon de laboratoire. C'est une relique gardée. Le prélèvement est rare et conservateur comme il se doit pour la préservation. Cela signifie que n'importe quel test repose lourdement sur une petite région. La physique des probabilités fait alors quelque chose d'impitoyable. Une petite misreprésentation au site d'échantillonnage peut dominer la conclusion. Quelques fils deviennent une thèse. Une section près d'une couture devient un siècle. L'instinct scientifique est de prélever plus et sur une grille. L'instinct custodial est de protéger. Entre ces instincts, l'argument s'intensifie.
Si la date de 1988 est exactement juste, alors le suaire est une création médiévale de génie. Cela n'éclaircit pas la formation de l'image parce qu'aucune technique médiévale connue ne reproduit la superficialité et la cartographie spatiale. Si la date est fausse, alors le champ se rouvre, non vers la certitude mais vers une fourchette qui inclut les premiers siècles de l'ère commune. Ce n'est pas une preuve que le tissu a enveloppé Jésus. Cela restaure seulement la question que la croyance pose et que la science teste. Dans cette question restaurée, l'intelligence artificielle arrive comme un arbitre qui ne se soucie pas de savoir qui gagne. Elle ne touche pas le quoi. Elle touche les données. Elle demande ce qu'on peut apprendre sans couper un autre fil. Personne ne devrait imaginer que l'intelligence artificielle peut dater le lin. Elle ne le peut pas. Ce qu'elle peut faire est examiner l'image à des résolutions, des fréquences et des transformations qui font parler la structure plus fort que le bruit. Elle peut tester si les variations d'intensité suivent des formes attendues d'un contact ou d'une projection ou d'un autre effet de champ. Elle peut comparer la façon dont les zones semblables à du sang interagissent avec les zones d'image et dire si l'ordre implique un processus. Elle peut examiner la symétrie que l'œil voit et la symétrie que seule une matrice révèle. Ce n'est pas un remplacement pour le comptage du carbone ou pour la diffusion de la cellulose. C'est un compagnon qui dit que l'argument sur le « quand » ne devrait pas arrêter l'investigation sur le « comment ». Quand une méthode dit « affaire classée », mais qu'un effet dit « pas encore », la réponse correcte n'est pas de choisir un camp. C'est de concevoir un nouveau test. Le suaire invite à ce test parce qu'il continue de murmurer des anomalies. Quand la technologie entre dans le tombe. Le passage des lentilles et des réactifs aux algorithmes a commencé discrètement. Des photographies haute résolution du suaire existent depuis des décennies, y compris des ensembles multispectraux qui capturent la fluorescence ultraviolette et la réponse infrarouge. Ce qui change quand vous alimentez ces images dans un système entraîné à détecter des signaux faibles n'est pas seulement la quantité. C'est la nature. L'analyse en composantes principales épluche la variance de la variance. Les réseaux convolutionnels cherchent des formes récurrentes. Les filtres de fréquence exposent un comportement périodique caché dans le tissage. Ces techniques n'ajoutent pas d'information. Elles la réorganisent pour que les motifs montent au-dessus du hasard. Quand ce réarrangement a d'abord illuminé l'écran, quelques observateurs s'attendaient à une confirmation de ce que l'œil savait déjà, un visage, un torse, des mains, des taches. Au lieu de cela, l'analyse a renvoyé quelque chose de troublant. Elle a montré un ordre qui ne ressemblait ni à un pinceau, ni à un tampon, ni à un transfert. Il ressemblait à une règle que personne n'avait écrite. Avant ce moment, des simulations 3D avaient testé une question plus ancienne. Si un tissu avait drapé un corps humain et que l'image s'était formée par contact, alors les zones qui touchaient marqueraient fortement et les zones qui ne touchaient pas marqueraient légèrement ou pas du tout. Ce genre de carte de contact produit des distorsions, surtout le long des épaules, des joues et des doigts. Certains artistes numériques ont drapé un tissu virtuel sur un modèle et ont rendu des impressions théoriques. Les distorsions dans ces tests ne correspondaient pas aux proportions relativement non déformées sur le suaire. Quand le tissu était imaginé sur un relief peu profond plutôt que sur un volume complet, l'ajustement s'améliorait. La conclusion n'était pas que le suaire reposait sur une sculpture. C'était que le contact seul ne générait pas ce que le lin contient. Quelque chose de plus proche d'une cartographie de distance semblait impliqué. Entre alors l'intelligence artificielle avec des yeux indifférents à la romance. Le système a examiné l'intensité des pixels comme un indicateur de profondeur d'image et a trouvé une corrélation qui persiste à travers les sections. Plus sombre signifiait plus proche dans une bande de tolérance. Plus clair signifiait plus loin. Si quelqu'un avait peint une image à la main, même avec une habileté stupéfiante, une telle corrélation se briserait probablement à petite échelle. Si quelqu'un avait transféré du pigment d'un bas-relief par pression, les fibres montreraient une directionnalité et une pénétration incompatibles avec la superficialité mesurée dans les études microscopiques. L'image sur le suaire se comporte comme si quelque chose avait encodé une information spatiale sans laisser de masse derrière. Ce sont des mots prudents pour une raison. Il n'y a pas de revendication que le tissu ait reçu une projection. Il n'y a pas de revendication que la radiation ait brûlé le motif dans le lin. Il y a seulement l'observation que quand des outils intelligents demandent quel type d'ordre explique le mieux la relation entre intensité et forme, l'ordre ressemble davantage à une surface mathématique qu'à une surface picturale. La décoloration repose dans les sommets des fibrilles à des profondeurs de microns. Le changement de couleur ne continue pas dans le cœur. Les bords sont doux et s'unifient à travers les frontières des fils plutôt que de boucher les interstices.
Même les expériences au laser menées par des groupes indépendants ont eu du mal à reproduire un effet aussi peu profond et uniforme sur le lin sans brûlure ou diffusion. La question qui suit n'est pas théologique. Elle est physique. Quel processus pourrait impartir de l'énergie aussi précisément qu'il altère seulement le sommet des fibres externes et le fait dans un gradient qui suit la distance? Quand les chercheurs ont superposé des images spectralement distinctes dans le même cadre analytique, ils ont remarqué une seconde bizarrerie. Une symétrie faible apparaissant autour de parties du visage et de la poitrine qui ne correspondait pas aux plis connus du tissu ou aux artefacts de caméra. Le motif se répétait à travers les transformations. Il survivait au retrait du bruit évident. Il persistait quand les régions étaient randomisées pour servir de contrôle. Un scepticisme sain qualifie de tels résultats d'artefacts jusqu'à preuve du contraire. Une curiosité saine refuse de rejeter une répétition qui revient sans cesse quand les méthodes changent. Si cette image est un accident de contact, nous devrions voir du désordre. Si c'est une œuvre d'art, nous devrions voir des traces d'outils. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, nous avons rencontré un processus que nous ne possédons pas encore. Ce que l'intelligence artificielle vient de trouver. L'expression « vient de trouver » peut induire en erreur si elle suggère une découverte sans histoire. Ce que l'intelligence artificielle a révélé dans le suaire n'a pas été conjuré de rien, mais tiré de données déjà présentes, passées inaperçues jusqu'à ce qu'une machine en trace les contours. Sous le visage et le torse, des motifs sont apparus, des ratios qui se font écho à travers le front, les lèvres et le menton, de faibles courbes qui reflètent les côtes et les épaules. Même les mains floues partageaient des récurrences qui ne correspondaient pas au tissage. La géométrie persistait sous la lumière ultraviolette et visible, survivant à des tests qui auraient dû briser les illusions. Comment une symétrie peut-elle se cacher dans un tissu pendant des siècles sans être remarquée? Les sceptiques ont proposé un biais de confirmation, car les réseaux voient souvent des visages dans les nuages ou sur des toasts. Pour éviter ce piège, les chercheurs ont utilisé des techniques neutres comme l'analyse en composantes principales, éliminant toute supposition préchargée. Même alors, le résultat ne s'est pas rassemblé en un visage. Il s'est résolu en un champ où la luminosité montait et descendait comme si elle obéissait à une loi plutôt qu'à un pinceau d'artiste. Si c'est une loi, de quel genre est-elle? Un tissu peut-il se comporter comme une carte de forces invisibles plutôt que comme une toile passive? D'autres ont averti des halos ou des fausses symétries nées du traitement d'images. Les analystes sont donc retournés aux captures brutes de différentes décennies, caméras et filtres. La structure restait. Des lins de contrôle traités avec chaleur ou tâches produisaient des artefacts, mais pas les mêmes ratios. La conclusion était prudente mais importante, l'image du suaire n'est pas unique, mais elle est différente. Si ce n'est pas un truc de caméra ou une illusion de tissage, alors quelle force a maintenu la géométrie stable à travers les bandes de lumière? La présence de taches semblables à du sang a soulevé de nouvelles questions. Au lieu de brouiller la géométrie, les taches semblaient hors sujet. Les ratios continuaient en dessous, indifférents aux couches ajoutées. Cela suggérait que l'image et les taches avaient été créées par des processus séparés. Si c'est vrai, alors le mystère s'approfondit. Un événement a-t-il marqué le tissu chimiquement tandis qu'un autre gravait sa géométrie? Ou le tissu enregistre-t-il deux histoires superposées mais sans rapport? Finalement les murmures se sont faits plus forts. Si l'image ressemble à un champ, peut-être vient-elle d'un champ. Des modèles de décharge corona, d'éclats ultraviolets et d'événements électrostatiques ont été testés, mais aucun n'explique la coloration peu profonde et précise ou la cartographie de distance. Les chercheurs ont admis que le mécanisme reste inconnu. Un physicien l'a dit simplement, cela ne se comporte pas comme un artefact. Cela se comporte comme un phénomène. Quel genre de phénomène écrit de l'ordre sur du lin sans outil? Pourrait-il être chimique, physique ou quelque chose qui n'a pas encore de nom? Écho dans le monde scientifique. Le suaire vit dans deux arènes. L'une est publique, où les titres crient miracle ou supercherie. L'autre est privée, où les courriels circulent et les expériences se répètent en silence. Dans ce cercle plus discret, les découvertes de l'intelligence artificielle se sont répandues avec prudence. Des équipes ont essayé des tests adversariaux pour briser la géométrie mais ont échoué. D'autres ont cherché des échos dans de vieux lins, mais aucun n'a montré la même persistance. Un groupe italien l'a appelé « intelligence spatiale dans la dégradation ». Une équipe américaine l'a appelé « un signal en décomposition ». Les deux termes suggèrent le mystère, pas la solution. Ces métaphores nous orientent-elles vers l'avant ou nous maintiennent-elles seulement à tourner autour de l'inconnu? La théologie a réagi de façon familière.
Certains croyants ont affirmé que le motif était une empreinte de résurrection. D'autres ont prêché la retenue, rappelant que la science ne peut pas reproduire l'événement s'il n'est arrivé qu'une fois. La foi peut vivre avec l'unicité, mais la science la résiste. Pourtant, beaucoup de scientifiques n'ont pas objecté à l'unicité elle-même. Ce qu'ils craignaient était la hâte. Si les revendications dépassent les preuves, la crédibilité s'effondre. Le rythme doit être mesuré, répété, publié et inviter le doute. Ce rythme peut-il survivre dans un monde avide de gros titres rapides? Le Vatican est resté silencieux, probablement prudent après des siècles de controverses. Les gardiens savent que toute déclaration sera utilisée comme arme par les deux camps. Mieux vaut laisser les données parler. Pendant ce temps, dans le monde technologique, l'intelligence artificielle a gagné un respect étrange. Elle n'a ni béni ni moqué la relique. Elle a compté. Elle a cartographié. Elle a demandé plus de comptage. Cette neutralité, libre de croyance ou d'incrédulité, pourrait-elle faire de l'intelligence artificielle le juge le plus équitable que le SUR ait jamais eu? La possibilité terrifiante. Terrifiant ne signifie pas surnaturel. Il signifie briseur de catégorie. Des scientifiques lors d'appels privés ont utilisé le mot parce que plus ils regardaient, moins le SUR ressemblait à quoi que ce soit qu'ils savaient classer. Artefact ou phénomène. Outil ou loi. Quand une chose refuse de rejoindre une classe, elle devient une menace pour la méthode parce que la méthode préfère trier avant de mesurer. Le SUR demande une posture différente. Mesurez d'abord. Triez plus tard. C'est difficile quand des siècles d'arguments pèsent sur vos épaules. Imaginez accepter que l'image se comporte comme un phénomène sans nommer le phénomène. Cela signifie construire des expériences dont l'échec ne discrédite pas toute l'affaire. Cela signifie publier des résultats négatifs avec le même zèle que les positifs parce que chaque échec rétrécit le champ. Cela signifie que des mots comme miracle et supercherie restent sur le banc pendant qu'énergie, oxydation et superficialité prennent le terrain. Cela signifie que chaque fois que vous êtes tenté de sauter, vous vous forcez à écrire une contrainte. Il y a une autre terreur qui vit de l'autre côté de l'émerveillement. Et si nous n'étions jamais censés réduire cela? Cette phrase est dangereuse parce qu'elle peut excuser la paresse. Pourtant elle a un noyau qui résonne avec l'expérience de beaucoup de chercheurs qui ont essayé et échoué à faire parler le langage de nos laboratoires. Si le SUR est le résidu d'un moment non répétable, le langage peut toujours le suivre d'un battement. Ce n'est pas une reddition. C'est une patience qui libère les jeunes scientifiques pour essayer quand même sans leur promettre le pouvoir de clore l'affaire. Le crochet qui nous mène à la fin est sobre et gentil. Nous marchons peut-être vers une cause. Nous marchons peut-être vers l'acceptation qu'une cause reste sans nom. Dans les deux cas, la marche compte. Le SUR a déjà offert à la science un cadeau en la forçant à parler à la fois sans crier. Il a offert à la fois un cadeau en la forçant à respecter la mesure sans peur. Cela vaut la peine d'être chéri avant de demander plus. Le SUR de Turin a été relique, supercherie, icône et énigme. Maintenant il est aussi un ensemble de données qui a appris l'humilité à l'intelligence artificielle. La machine ne l'a pas résolu mais a confirmé son étrangeté. Pénétration peu profonde, géométrie sans pigments, intensité qui cartographie la distance. Elle a refusé de dater le tissu ou de prouver la théologie, mais elle a lancé un défi. Si c'est un artefact, montrez l'outil. Si c'est un phénomène, montrez la loi. Il y a un ordre ici qui dépasse notre explication. Ce n'est pas effrayant, c'est beau. Cela garde les portes ouvertes, invitant jeunes scientifiques, expérience fraîche et révérence pour la vérité. À quoi pensez-vous que cet ordre pointe? Quelles contraintes testeriez-vous en premier? Si vous croyez que les mystères méritent soin, abonnez-vous et restez. Le prochain artefact, la prochaine lumière, pourrait enfin révéler comment le lin a capturé un moment au-delà de notre portée.